Je vous remercie, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'aimerais tout d'abord féliciter l'organisateur du FRI de cette excellente organisation de cette conférence et je tiens à remercier bien entendu l'hôte qui nous accueille ici. Étant donné que toutes les conditions d'une bonne discussion dans mon travail sont réunies, il est évident que nous allons devoir contribuer à cette discussion, ce qui nous donne l'occasion de présenter l'une des questions clés de notre époque, c'est-à-dire les défis alimentaires. Comment assurer l'accès à l'alimentation? Dans le XXIe siècle, il y a une disproportion entre les taux de développement démographique et le développement alimentaire qui résulte dans une réduction considérable des sources alimentaires. Nous avons déjà assisté à un certain nombre de révoltes alimentaires de par le monde et la crise mondiale, la crise économique a effectivement remis en question beaucoup de structures de notre société. Ensuite, le problème de la famine existe. Si par le passé, ce fut là une conséquence d'une sécheresse ou d'une catastrophe naturelle, eh bien aujourd'hui, c'est le prix élevé de l'alimentation qui pose problème. À peu près 40 pays de par le monde connaissent un déficit alimentaire, une pénurie alimentaire et ont besoin d'assistance. Plus d'1 milliard de personnes de par le monde connaissent les manques d'eau, donc d'irrigation, et les prix énergétiques augmentent très rapidement et augmentent donc également le prix de production agricole. Selon les Nations Unies, les prix alimentaires au cours des 3 dernières années ont augmenté de 83%, alors que les réserves alimentaires se sont réduites à leur minimum depuis une trentaine d'années. Il y a plus d'un mois, la collectivité internationale, qui est représentée par l'Assemblée générale des Nations unies, a donc réaffirmé sa responsabilité, son intention de poursuivre les objectifs du millénaire visant à éradiquer la pauvreté et la faim. Le fait que depuis 2 ans, ces sujets sont discutés dans les forats globaux et régionaux, c'est très rassurant. Effectivement, la communauté internationale se rend compte que le nombre croissant des personnes pauvres ou affamées est tout à fait inadmissible. Et malgré tous les efforts internationaux, le défi alimentaire ou l'accès à l'alimentation doit encore être garanti. Et on estime donc que la collectivité internationale n'a pas su relever le défi et n'a pas su défendre tous les objectifs de la Convention des droits de l'homme, la Déclaration universelle, la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire et d'autres. Et à cet égard, nous appuyons entièrement la réforme du système de gestion de cette sécurité à l'accès alimentaire. Nous pensons que le renforcement de la FAO et d'autres institutions ainsi que du système des Nations Unies devrait constituer le centre même de toute notre attention et qu'il faut l'appuyer de façon politique, au niveau politique. Et nous devrions mettre en place des systèmes d'alerte précoce annonçant une crise alimentaire et nous devons mettre en place un système de réponse, de réaction à une telle situation. Il est important également de créer des conditions sociales et économiques pour éviter ces situations. Et la gouvernance mondiale doit être renforcée également à cet égard. Il faut s'assurer sur la coordination de toutes les mesures et de toutes les actions dans une telle situation. Et un tel système devrait être basé sur une coordination politique entre les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de l'économie, de la protection sociale et doit être en mesure de suivre toutes les activités entreprises à cet égard. Une coordination des politiques permettra également de suivre ou de stabiliser ces politiques et d'attirer des investisseurs publics et privés, et ceci afin d'améliorer la productivité agricole, l'environnement et la protection sociale. Il en va de même que pour la distribution des richesses qui est à la base, à l'origine de l'instabilité.
Et personne ne pourra nous garantir, nous dire combien de temps la stabilité va encore durer. Et le déséquilibre économique crée un bon terrain pour toute l'immigration illicite, l'extrémisme et l'accroissement des tensions sociales. Et à cet égard, le Kazakhstan estime qu'il est important d'arriver à conclure les négociations de Doha, d'éliminer les tarifs et les obstacles agricoles. Et pour parvenir il faut cela pour progresser dans ce domaine. Et le Kazakhstan est préoccupé par la sécurité alimentaire de par le monde et estime qu'il est nécessaire d'adopter une démarche générale pour lutter contre la faim par le biais de stratégies nationales et de coordination de systèmes internationaux. Nous pensons qu'il est extrêmement important de faire appel au potentiel des pays qui ont encore des réserves de terrain et d'eau. Et mon pays figure parmi la liste de ces pays. Au Kazakhstan, nous suivons de très près la situation sur le plan agricole et alimentaire. Mon président, Nostan Nazarbayev, souligne le développement du secteur agricole et à son sens, c'est là la clé de la stabilité sociale de notre monde. Et à partir de cette année, notre politique est basée sur la politique nationale visant à intensifier le développement agricole. Le Kazakhstan prend toutes les mesures nécessaires pour moderniser son secteur agricole. Et le Kazakhstan, et où cette politique a déjà débouché sur des résultats tangibles. La stabilité politique et économique du Kazakhstan ont aidé à restaurer toutes les compétences de production agricole du pays. Vous savez que pendant l'époque de l'Union soviétique, le Kazakhstan était le panier de pain, de céréales de l'Union soviétique. Mais après la fin de l'Union soviétique, nous avons perdu plus de la moitié de la production agricole. Et pour arriver à rétablir cette situation, nous efforçons grandement d'augmenter à nouveau la productivité. Et ceci par le biais également de la formation technique, de la modernisation des équipements, d'une meilleure application des technologies plus évoluées à l'agriculture, ainsi que les investissements nécessaires et un nouveau cadre législatif. Et depuis quelques années, les questions des technologies visant à économiser l'eau, nous sommes passés à une économie de 12% à 60% dans la production céréalière. Et nous utilisons également aujourd'hui la technologie du goutte à goutte. Et nous devons moderniser aujourd'hui les équipements agricoles qui nous permettent d'augmenter la productivité du secteur agricole. Nous souhaitons également nous construisons également des terminaux céréaliers. Et tous les différents systèmes d'élevage sont également développés. Et des pâturages, des grandes surfaces de pâturage nous permettent ces élevages. Nous visons également l'encouragement et l'investissement de ces sites qui nous permettent de créer des laboratoires vétérinaires modernes également. Le Kazakhstan a la possibilité aujourd'hui de doubler le nombre de têtes de bétail. Et actuellement, le Kazakhstan assure non seulement son propre accès aux besoins alimentaires, mais devient également un producteur pour les exportations. Et le gouvernement a mis en place des mesures qui permettent d'attirer les investissements nécessaires qui auront un impact positif sur la situation alimentaire, non seulement au Kazakhstan, mais ailleurs, à l'extérieur. Ainsi, par exemple, le Kazakhstan se situe parmi les 10 premiers exportateurs de blé. Et le blé kazakh est d'une bonne qualité, avec une bonne teneur en protéines et en gluten, ce qui fait de nous l'un des leaders mondiaux, puisque nous avons prévu 2,5 fois les quantités de production de farine pour cette année. D'autres investissements dans le secteur agricole et l'introduction de nouvelles technologies agricoles pourront également aider notre pays
augmenter les exportations de ce type de produits. Ainsi, à partir du 11 octobre de cette année, le Kazakhstan a réuni plus de tonnes de céréales 15 tonnes de céréales cette année, dont 8 millions de tonnes sont prévues pour l'export. Et le Kazakhstan a l'intention d'intensifier sa coopération avec le Programme alimentaire mondial et estime qu'il est nécessaire d'inclure les producteurs du Kazakhstan. Et nous proposons également de l'aide humanitaire, y compris alimentaire, aux pays touchés par des catastrophes. Aujourd'hui, la collectivité internationale doit prendre les mesures déterminées pour encourager de nouvelles formes de coopération visant à stabiliser l'économie mondiale et à surmonter les déséquilibres. Une question importante est liée à l'investissement, les investissements dans les technologies durables, y compris l'amélioration de la qualité des terres arables. Et compte tenu de l'expérience de mon pays, nous estimons que la sécurité alimentaire doit être garantie par une combinaison de méthodes de microfinance et de méthodes agricoles modernes. Et l'accès amélioré aux nouvelles technologies est indispensable, ainsi qu'aux investissements. Le développement de ce secteur agricole doit aller de pair avec un système d'échange compétitif et équitable, y compris également les investissements dans la recherche agricole. Et nous estimons qu'il est nécessaire de consolider tous ces potentiels et toutes ces compétences pour parvenir à un développement durable. Autrement, en 2015, contrairement aux décisions prises à Rome, le nombre de la population sous-alimentée ne va pas baisser, au contraire va augmenter. Et le Kazakhstan s'engage à défendre les objectifs définis. Merci. Une question, si vous le permettez. Au Kazakhstan, à qui appartiennent les terres agricoles, les exploitations agricoles? Êtes-vous maintenant revenu à un système d'exploitation familiale ou est-ce que vous avez préservé le modèle des kolkhozes entre les mains de l'État ou de mains privées? C'est intéressant parce que vous savez qu'à l'époque de l'Union soviétique, nous avions de grandes exploitations collectives. Après l'indépendance, des réformes radicales ont été entreprises dans le secteur agricole. Et bien entendu, toutes les exploitations collectives ont été alors démantelées. Et nous avons maintenant des exploitations privées de taille plus modeste. Mais depuis quelque temps, nous constatons que ces petites exploitations fusionnent entre elles parce que un agriculteur se voit obligé de louer des machines à des coûts très élevés. Donc les petits exploitants ont tendance à se rassembler pour acheter ou louer en commun les équipements nécessaires. Et nous constatons donc que ces petites exploitations se regroupent. Elles demeurent privées, mais elles augmentent de par la taille. Donc, contrairement à l'Ukraine, vous n'avez pas d'investissements étrangers et surtout pas d'investissements provenant de la Chine. Non. Actuellement, nous souhaiterions attirer des investissements dans le secteur agricole parce que c'est un domaine particulièrement intéressant et qui peut permettre des rendements attractifs. La Chine ne participe pas à ces investissements. L'intention ne manque pas. Vous savez que les travailleurs chinois sont durs à la tâche. Ils sont intéressés à venir au Kazakhstan. Nous avons un vaste territoire égal à celui de l'Inde, mais avec 15 millions d'habitants seulement. Donc il y a là
superficie extrêmement intéressante pour les Chinois. Mais nous attendons des technologies provenant de l'Europe ou d'autres